C'est dimanche, le 9 mars 1862. Une aube printanière se lève sur les Hampton Roads et la scène est celle d'un carnage modéré. Des débris et des décombres flottent encore dans l'eau de deux navires qui ont été coulés la veille. Trois autres sont échoués. L'architecte de ce petit massacre de navires de guerre de l'Union quitte le port, déterminé à finir l'un des navires échoués, puis se concentrer sur tous les survivants. Le plan est que le soleil se couche ce jour sur une voie maritime où le blocus de l'Union de la Confédération a été brisé. Mais alors que la forme inclinée du navire de guerre confédéré s'achemine vers la bataille, ses marins aperçoivent quelque chose dans l'eau près de l'United States Ship Minnesota échoué. Les idées sur la nature de la chose varient parmi l'équipage. Cela n'était certainement pas là hier. Certains d'entre eux pensent que cela pourrait être une chaudière qui aurait été jetée par-dessus bord du navire à vapeur échoué dans une tentative de l'alléger. Un marin plaisante en disant que, quoi que ce soit, cela ressemble à un fromage collé sur un radeau. Mais ce fromage de bataille manœuvrait pour les engager, et donc les canons du CSS Virginia ont parlé. Un obus a été lancé, a manqué la cible relativement petite, et s'est écrasé sur le Minnesota sans défense. Avec cela, le premier engagement de cuirassés contre cuirassés dans l'histoire avait commencé. Mais comment tout cela est-il arrivé? En 1862, les cuirassés étaient encore une chose très nouvelle, et bien que les batteries flottantes, blindées, existaient depuis quelques années, les deux premières marines du monde, la marine royale et la marine française, venaient tout juste de présenter leurs cuirassés océaniques au monde. Gloire, Warrior et Black Prince, ainsi qu'un certain nombre d'autres, commençaient tout juste à étendre leurs jambes en mer ouverte. Mais l'industrie des États-Unis n'était nulle part aussi grande ni aussi avancée que ces deux pays. Et, en dehors de tout le reste, cette collection d'anciennes colonies britanniques était en train de se déchirer dans une guerre civile. D'où provenaient ces navires? Comme il s'avère, les origines et la conception des deux navires n'auraient pas pu être plus différentes si les concepteurs avaient délibérément essayé. Examinons les deux avant de revenir à la fusillade en développement du 9 mars. Tout avait commencé en avril 1861, presque un an plus tôt, lorsque la sécession d'un certain nombre d'États allait diviser les États-Unis en deux et annoncer le début de la guerre civile américaine. L'une des plus grandes préoccupations pour ce qui allait rapidement devenir l'Union était le chantier naval de Gosport, aujourd'hui connu sous le nom de chantier naval de Norfolk, en Virginie. Quiconque est même vaguement familier avec la marine américaine de nos jours, ou pour être honnête tout au long de son histoire du XXe siècle, réalisera immédiatement que la perte de cette base et de tous les navires qu'elle contient au profit d'un ennemi serait un coup catastrophique, et même à l'époque le chantier était crucial pour l'infrastructure de la marine américaine. Au début, il y avait des pensées d'essayer de résister, mais grâce à une ruse plutôt astucieuse où un train bruyant a été amené pendant la nuit le long des voies ferrées voisines, renvoyé discrètement, puis ramené encore et encore, l'illusion d'un grand nombre de troupes attendant dans l'obscurité pour attaquer avait été créée, et les ordres ont rapidement changé pour s'échapper avec tout ce qu'ils pouvaient et détruire tout le reste. L'une des choses qui devait être déplacée était l'United States Ship Merrimac, une frégate à vapeur relativement nouvelle, grande et lourdement armée, qui, ironiquement, était un navire jumeau de l'United States Ship Minnesota, entre autres. Mais les futurs confédérés avaient été occupés ailleurs, autre que la voie ferrée, et avaient coulé un certain nombre de bateaux dans le chenal, bloquant la sortie. Le navire, par conséquent, n'allait nulle part. Déterminés à empêcher la capture de l'un des unités de combat les plus puissantes de la marine américaine, les officiers de l'Union ont incendié le navire avant de se retirer. Grâce à la force de la ruse, le Merrimac était à peu près la seule chose dont ils se sont débarrassés avec succès, les troupes entrantes capturant près de 2000 canons navals de différentes tailles et pratiquement toute l'infrastructure du chantier naval intact. Le mois suivant, les nouveaux propriétaires du chantier naval ont constaté que le Merrimac n'avait brûlé qu'à la ligne de flottaison.
La machinerie et la partie sous-marine de la coque étaient intactes, bien que quelque peu salées. L'épave a donc été remorquée jusqu'à la seule cale sèche de la base à l'époque, et il a été décidé de convertir ce qui restait en un cuirassé. Base entièrement approvisionnée ou non, la Confédération savait que sa marine était de loin la plus petite et ne pouvait espérer défier la marine de l'Union, qui conservait l'essentiel de la force de la marine américaine d'avant-guerre, dans un combat ouvert conventionnel. Mais en même temps, il n'y avait nulle part près de l'expertise, de l'industrie ou du temps disponible pour produire quelque chose comme le Warrior. Il faudrait donc concevoir un cuirassé plus petit d'une certaine sorte. 2 officiers ont soumis des esquisses d'un cuirassé à casemate, sans mât et à faible tirant d'eau. Ils ne seraient jamais capables d'aller très loin avec la machinerie de l'époque, encore moins avec une machinerie qui avait été immergée 1 mois dans l'eau salée, mais lorsque vos ennemis sont juste à côté de vous, cela n'a pas trop d'importance. Ils n'auraient pas à chercher la bagarre. La bagarre était venue à eux. 50 designs soumis par John Mercer Brooke a été sélectionné, bien que son concurrent John 50 Porter a reçu la tâche de transformer l'esquisse en un design détaillé, car il était en réalité celui qui avait reçu la formation pertinente en architecture navale. La responsabilité du travail nécessaire pour transformer l'épave en un navire de guerre fonctionnel a été partagée entre eux deux. Le design final prévoyait que la majeure partie de la coque reste sous l'eau, recouverte à l'avant et à l'arrière par un pont constitué de 2 couches de blindage de 2 pouces qui devaient rester au niveau de la ligne de flottaison ou en dessous lors d'un engagement typique. Au centre, la casemate a été construite en imitation du style européen pour les batteries flottantes, avec un épais support en bois, 24 pouces de chêne et de pin mélangés, soutenant plus de blindage laminé, encore une fois de 4 pouces d'épaisseur, mais composé d'une paire de plaques de 2 pouces d'épaisseur, avec les côtés inclinés à 36 degrés, pour permettre au tir ennemi de dévier autant que possible de l'armure, plutôt que d'être arrêté par celle-ci. Le choix de plusieurs couches de plaques plus minces était dû à l'incapacité des moulins à fer disponibles à produire des plaques de 4 pouces d'épaisseur, de la taille et de la qualité nécessaires, ou dans le cas de certains moulins, du tout. Malheureusement, un effet secondaire de cette approche laminée était que l'efficacité globale n'était pas aussi grande qu'une seule plaque solide. Dans ce cas, le blindage laminé de 4 pouces équivalent à une seule plaque d'entre 3,2 et 3,6 pouces d'épaisseur, en fonction d'un certain nombre de petites variables telles que la qualité du matériel et la distance exacte entre les plaques. Le navire serait armé d'un total de 12 canons, dont 10 constituaient la batterie principale anti-navire. Cela comprenait 2 canons rayés Brooks de 7 pouces, l'un monté à l'avant et l'autre à l'arrière, chacun avec un choix de 3 sabords de tir, un sur la ligne médiane et un de chaque côté, angle à 45 degrés. 4 autres sabords de chaque côté étaient occupés par 3 canons Dahlgren de 9 pouces, capturés dans le chantier naval, et un seul fusil Brooks de 6,4 pouces de chaque côté. Les canons les plus proches des moteurs du navire pouvaient tirer des boulets chauffés grâce au four de la chaudière, et enfin une paire de petits canons de 12 livres était montée en haut de la casemate comme arme anti-abordage. En théorie, chaque sabord aurait dû avoir une plaque de fer pour la protection du sabord lorsque les canons n'étaient pas tirés, mais celles-ci n'ont pas été installées jusqu'à plus tard dans la carrière du navire. Le Merrimack avait été en cale sèche en partie pour remplacer ses moteurs, et tout le poids supplémentaire mis sur le cuirassé converti ne leur faisait pas de faveur. Entre cela et la contamination par l'eau de mer et la rouille due à un bon moment passé sous la surface, le navire était capable de 6 nœuds au mieux à partir d'une puissance théorique de 1200 chevaux et avait un rayon de virage littéralement d'1 mile de campagne. Les rapports sur la construction d'un cuirassé par l'Union, qui ironiquement avaient à leur tour été déclenchés par les premiers rapports sur la construction de leur nouveau navire par la Confédération, ont également conduit à l'installation d'un bélier sur l'étrave du navire, puisque les divers canons disponibles possédaient peu de capacité à percer l'armure, étant conçus, comme la plupart des canons de l'époque, pour travailler contre des navires en bois, avec des obus explosifs étant le type de munition le plus couramment disponible.
avec les journaux des deux côtés menant une petite course, alors que les deux navires s'efforçaient de terminer en premier, le CSS Virginia, renommé, remporterait de justesse la course, et elle partirait au combat le 8 mars 1862, avec des ouvriers encore à bord, faisant des ajustements de dernière minute, alors que le navire menait un escadron composé de 2 remorqueurs convertis, de 2 vapeurs converties et d'un véritable canonnière face au blocus de l'Union. De l'autre côté du conflit, la marine de l'Union n'avait initialement vu que peu de besoin pour un cuirassé grâce à la supériorité écrasante en nombre de navires de guerre qu'il possédait par rapport à la Confédération. Mais les nouvelles de la construction de la Virginia ont forcé la marine de l'Union à essayer de rattraper son retard, et en août 1861, il sollicitait activement des designs car, contrairement à la Confédération, il pouvait construire un navire à partir de zéro sans être contraint par la disposition et les dimensions d'une coque récupérée. Plus d'une douzaine de designs ont été soumis, mais dans un mouvement qui sonnera étrangement familier à ceux qui suivent les exercices d'acquisition navale américains plus récents, ayant cherché une compétition avec un seul gagnant clair, ils ont finalement choisi 3 gagnants, chacun avec des designs complètement différents. L'un d'eux deviendra l'United States Ship New Ironsides, une version décente et solide, bien que côtière, d'un cuirassé de type Gloire. Un autre deviendra l'United States Ship Galena, possiblement le pire cuirassé de l'histoire. Et le troisième deviendra le United States Ship Monitor. Le Monitor était le plus techniquement innovant, mais aussi le plus petit. Prévoyant quelque peu, le Conseil naval craignait qu'une petite radeau flottant blindée avec 3 planches mesurées en pouces, dont la principale caractéristique au-dessus de l'eau était sa tourelle de canon, puisse être en danger en mer agitée, mais ils ont été contredits par le président Lincoln après que son concepteur, John Ericsson, les a assurés que le navire serait aussi étanche qu'un canard. Le fait que les canards sur l'eau passent beaucoup de leur temps sur le lit de la rivière ou du fond marin semble lui avoir échappé lorsqu'il faisait cette analogie. Contrairement aux 2 autres, il serait également entièrement à vapeur sans recours à la voile. Avec la compétition qui avance maintenant en septembre et les travaux sur la Virginie progressant rapidement, le fait qu'il leur a promis un navire en 100 jours était en quelque sorte un facteur décisif. Le Monitor, comme nous l'avons mentionné, était un navire assez petit, composé d'une coque de base, qui restait entièrement sous l'eau, et cela soutenait un radeau blindé qui était blindé entre 3 et 5 pouces d'épaisseur selon l'emplacement en utilisant plusieurs plaques d'1 pouce d'épaisseur qui étaient boulonnées et autrement attachées ensemble. Au-dessus de ce niveau, à part les cheminées et les évents d'air, il y avait une petite timonerie près de la proue et bien sûr la tourelle principale. Celle-ci portait une paire de canons Dahlgren de 11 pouces qui constituaient l'ensemble de l'armement du navire. Certains rapports indiquent que le navire était censé porter à l'origine des armes Dahlgren de 15 pouces, mais ce plan a rencontré le petit problème que les canons en question n'existaient pas encore sous une forme utilisable, d'où les canons de 11 pouces. La tourelle était protégée par une armure épaisse de 8 pouces, encore une fois constituée de laminées, des plaques de fer d'1 pouce d'épaisseur, ce qui équivalait à entre 5,5 et 6 pouces de plaques solides, en supposant qu'elles restent toutes ensemble sous le feu. Cette tourelle était très différente de ce que nous pensons normalement en termes de tourelle navale. Au lieu d'être sur des rouleaux et des roulements, l'ensemble était soutenu par un seul énorme axe en fer de 9 pouces d'épaisseur au milieu, qui devait ensuite être levé, élevant toute la tourelle pour permettre à la tourelle de tourner. Cela a été fait à l'aide d'un petit moteur à vapeur avec le léger problème que personne ne pouvait réellement voir à l'extérieur de la tourelle à moins que les canons ne soient sortis, et seulement alors à travers les sabords, car lorsque les canons étaient rentrés, de lourds volets blindés descendaient sur les ports pour protection. Les murs de la tourelle reposaient alors sur un anneau de laiton qui était censé être étanche, mais qui se révélerait un peu moins en pratique. Idéalement, la tourelle serait ensuite abaissée avant de s'engager dans la bataille, car les impacts lourds étaient capables de plier la broche par choc transmis et de désactiver complètement la tourelle.
Des débris et des fragments pouvaient également se glisser sous les murs de la tourelle lorsqu'elle était élevée, ce qui pouvait bloquer la tourelle en position. La tourelle devait également tourner pour monter la poudre et le tir, car une seule trappe dans le plancher de la tourelle devait être alignée avec une trappe correspondante dans la coque, et cela nécessitait que la tourelle soit entraînée vers tribord une fois qu'elle avait utilisé les munitions et les tirs contenus dans la tourelle elle-même. Entre tout cela et le fait qu'avec la visibilité limitée, la tourelle pouvait souvent dépasser la rotation nécessaire pour viser la cible, une tourelle active passait beaucoup de temps en rotation, car il était généralement plus rapide de continuer et de revenir pour une autre tentative que de se donner la peine d'essayer de renverser le moteur, de renverser l'entraînement de la tourelle et de le faire repartir dans la direction opposée. La rumeur veut que l'esprit de la tourelle du Moniteur nous revienne au XXIe siècle sous la forme de ce charmant mammifère marin. Le Moniteur était propulsé dans l'eau par un moteur de 320 chevaux entraînant une seule hélice, avec une vitesse de conception de 8 nœuds, mais une vitesse de service pratique d'environ 6 nœuds. Elle pouvait cependant tourner à une distance un peu moins d'un mile littéral, ce qui la rendrait plus agile que la Virginie. D'un autre côté, il y a certains glaciers qui sont probablement plus agiles que ne l'était la Virginie. Le Monitor serait posé le 25 octobre 1861 et avec des arrêts occasionnels dus à un manque de fer et ou d'argent pour payer les travailleurs, elle serait finalement terminée à la fin de janvier 1862 et mise en service le 25 février avec quelques essais nécessaires pour mettre le navire en ordre de combat, car une incompréhension initiale sur le fonctionnement du système d'amortissement du recul avait envoyé les canons se fracasser à l'arrière de la tourelle lors du premier test. 2 jours plus tard, le 6 mars, le navire part pour Hampton Roads, risquant presque d'être perdu lorsque le joint imparfait entre la tourelle et la coque a conduit à une série de problèmes qui ont culminé dans l'eau. Partout, des ventilateurs hors service, une atmosphère toxique et des salles des machines abandonnées. Heureusement, une réflexion rapide de l'un des membres d'équipage, encore conscient, a permis de redémarrer les ventilateurs puis les moteurs, le retard signifiant que le navire arriverait le soir du 8 mars, juste à temps pour être témoin de la dévastation que Virginia avait déclenchée plus tôt dans la journée. L'entrée de Virginia dans la bataille, le 8 mars, avait été assez décisive, naviguant sur la rivière et étant repérée en premier par le quartier-maître de l'United States Ship Congress, qui s'était tourné vers un officier et avait dit « J'aimerais que vous preniez la lunette et jetiez un coup d'œil là-bas, monsieur. » Je crois que cette chose descend enfin. Virginia affronterait d'abord l'United States Ship Cumberland dans un combat de canons qui a été facilement remporté car aucun des canons du Cumberland n'a pu réellement blesser le navire de guerre confédéré et le feu de soutien de l'United States Ship Congress s'est avéré tout aussi inefficace. La Virginie a ensuite enfoncé sa proie estropiée qui a aussitôt commencé à sombrer. Mais la carrière de la Virginie a presque pris fin là car le bélier était en fait un peu trop efficace et était toujours coincé dans le navire de l'Union en train de couler, qui a commencé à entraîner la Virginie avec lui. Au dernier moment, le navire confédéré s'est libéré, laissant la moitié du bélier derrière lui et provoquant des fuites sous le pont. Après s'être extrait et avoir regardé autour de lui, l'équipage s'est retiré vers le site quelque peu comique des frégates St. Lawrence, Roanoke et Minnesota, qui avaient toutes pris la mer lorsque la Virginie a été repérée et qui avaient toutes réussi à s'échouer et étaient maintenant coincées. La Virginie a donc décidé de porter son attention sur le Congrès. Voyant le sort du Cumberland, le Congrès avait décidé de s'échouer volontairement dans les bas-fonds et de continuer le combat à partir de là. Les 2 vapeurs converties et l'un des remorqueurs convertis soutenant la Virginie allaient maintenant se montrer, et ensemble, avec le cuirassé, ils allaient forcer le Congrès à se rendre en moins d'1 heure. Tandis qu'ils observaient l'évacuation de l'équipage, le cuirassé confédéré serait touché par le feu d'une batterie côtière de l'Union et répliquerait avec un tir à chaud sur le Congrès, le mettant ainsi en feu. Le navire continuerait à brûler tout au long de la soirée et jusqu'à la nuit, puis exploserait et coulerait vers minuit. Avec des dommages mineurs limitant sa vitesse et 2 canons mis hors service lors de l'incident de l'éperonnage, la Virginia s'est dirigée vers le Minnesota pour voir si elle pouvait faire quelque chose,
mais la marée descendante et l'obscurité grandissante ont rendu le feu des 2 navires inefficace. Et donc il est retourné au port pour des réparations, confiant de pouvoir finir le reste des navires de l'Union le matin, totalement inconscient qu'un autre cuirassé entrait même alors dans la baie. Pendant ce temps, les navires de l'Union essayaient sans succès de remorquer le Minnesota vers des eaux plus profondes, sous une pluie de munitions explosant et de débris enflammés du Congress pendant qu'ils travaillaient. Et donc cela nous ramène à notre point de départ, avec le Virginia qui ressort sous le commandement de son premier officier, car le capitaine Buchanan avait été touché par une balle de fusil la veille et était à terre en convalescence. Comment a-t-il réussi à être touché par une balle de fusil alors qu'il commandait un cuirassé, vous demandez-vous? Eh bien, pendant l'incendie du Congrès, il avait été tellement furieux que les batteries côtières de l'Union lui tiraient dessus alors qu'il essayait de récupérer des survivants qu'il avait pris son propre fusil, était monté sur le dessus du navire et avait commencé à tirer sur les batteries côtières de l'Union. De toute évidence, le tir de riposte avait été quelque peu plus efficace que sa résistance en solitaire contre une batterie d'artillerie. Alors que les 2 navires commençaient leur engagement historique, la fureur et la puissance de feu qui ont ouvert le combat ont commencé à s'éterniser, encore et encore et encore et encore. Vous voyez, aucun des 2 navires n'était réellement capable de blesser l'autre, bien qu'il n'ait pas manqué d'essayer, bien que pour des raisons différentes. Virginia s'attendait à ne combattre que des navires en bois, puisqu'ils avaient manqué l'arrivée du Monitor, et donc ils transportaient autant d'obus explosifs qu'ils le pouvaient, et pas de projectiles solides perforants, qui auraient peut-être fini par fonctionner sur le Monitor en fissurant et en écaillant des couches de la mince plaque. Inversement, le Monitor, bien qu'il ait été conçu et s'attendait à combattre un autre cuirassé et tirait donc des projectiles solides, avait été équipé, comme mentionné précédemment, de canons plus petits que ceux idéalement préférés et le design d'Ahlgren était de relativement faible vélocité, une arme en premier lieu. De plus, entre les problèmes de visée de la tourelle et les révolutions constantes qu'elle devait effectuer, la cadence de tir du Monitor était glacialement lente. Virginia tirait beaucoup plus rapidement, mais la tourelle du Monitor s'est avérée difficile à toucher en premier lieu, et les obus explosifs ont principalement juste brûlé la peinture et fait sonner l'intérieur comme une cloche mal accordée. Cela ne signifie pas que l'intérieur de la tourelle du Monitor était agréable, au contraire. La température intérieure augmentait de plus en plus, à la fois avec le temps et à chaque tir des canons, la sueur effaçant les lignes de craie qui avaient été tracées pour indiquer à l'équipage quel côté était l'avant et quel côté était l'arrière. Dire à l'équipage que leur cible était à l'avant-tribord n'avait pas de sens réel pour un équipage qui ne savait pas dans quelle direction se trouvait le tribord ou dans quelle direction ils se trouvaient eux-mêmes. Cependant, le Monitor était le navire le plus agile et était dans une certaine mesure capable de tourner autour de la Virginie, tandis que la batterie d'armes tout autour de cette dernière avait quelque peu annulé cet avantage. Les 2 navires décrivaient des cercles vagues, la Virginie parvenant à réaliser un total de 4 révolutions complètes pendant la bataille, alors qu'elle serpentait d'avant en arrière sur la baie. Canalisant pleinement l'esprit de son futur Sea, Air and Land familier, la tourelle du Monitor a commencé à ne plus répondre aux 2 commandes que vous pouviez réellement lui donner, à savoir tourner et arrêter, ce qui rendait presque impossible de viser correctement. Ainsi, à un moment donné, l'équipage a simplement abandonné et a laissé la tourelle tourner joyeusement pendant qu'ils avançaient, tirant les canons chaque fois qu'ils le pouvaient, alors que la tourelle balayait sa vue passer en Virginie. Quelques coups de Virginie ont démontré les risques de l'armure laminée de la tourelle, sans aucun support en bois, car ils ont envoyé des têtes de boulons rebondir à l'intérieur mais n'ont eu que peu d'autres effets, tandis qu'en retour, des averses d'éclats provenant du support en bois sur la Virginie recouvraient les équipages de canons confédérés. Se lassant quelque peu de ses allers-retours, la Virginie, malgré sa rotation glacialement lente, a décidé d'essayer de percuter le Monitor, mais ce cercle de rotation digne d'un pétrolier signifiait que le mieux qu'elle pouvait faire était un léger choc oblique. Cela a causé plus de problèmes aux navires confédérés qu'aux navires de l'Union, car cela a révélé certains des dommages causés par la tentative délibérée d'éperonnage sur le Cumberland la veille.
De manière hilarante, en dehors de cette seule tentative d'éperonage délibéré enregistrée, il y a eu 5 autres collisions qui se sont produites purement par accident en raison de la nature du combat à courte portée et du fait qu'aucun des 2 navires n'était particulièrement agile. À un moment donné, le Monitor a brièvement ouvert la portée pour permettre à la tourelle de s'arrêter pour réapprovisionner en munitions et essayer de réparer l'un des sabords, qui était coincé et resterait coincé pour le reste du combat. Finalement, après 4 heures, alors que l'heure du déjeuner approchait et que la Virginie achevait le 4e de ses tours d'1 heure de durée, la bataille se terminerait par une sorte de match nul, plutôt étrange. Un obus de la Virginie avait réussi à toucher près de la fente de vision de la maison du pilote sur le moniteur à une distance de moins de 10 yards. L'explosion, la poudre à canon et les éclats aveuglant temporairement le capitaine du Monitor, qui était le seul à pouvoir voir hors de la maison du pilote. Cet endroit étant le seul d'où le navire pouvait réellement être commandé, le Monitor a été contraint de se retirer plutôt que de combattre à l'aveugle. Mais après un moment, le premier officier a réussi à échanger sa place avec le capitaine, et le Monitor est revenu au combat. Mais entre-temps, la Virginie avait visiblement vu le Monitor se désengager après des heures de bataille, et avait conclu que la bataille était gagnée. Ils ont donc décidé de rentrer chez eux pour réparer les divers dommages superficiels qu'ils avaient subis. Juste au moment où ils se retournaient, le Monitor, bien sûr, est revenu à l'action, et a conclu que c'était en fait la Virginie qui s'enfuyait. En conséquence, les 2 côtés ont revendiqué la victoire et affirmé que c'était l'autre côté qui s'était retiré. Le Monitor avait été touché 22 fois avec 9 coups sur la tourelle, 2 coups sur la maison du pilote et 11 autres sur la coque, le pont ou les cheminées. Elle avait réussi un total de 41 tirs, mais la Virginie avait subi 97 impacts. Cette disparité quelque peu incongrue est due au fait que d'autres navires de l'Union, en particulier le Minnesota, avaient profité de l'occasion pour maintenir leur propre feu pendant le duel, mais aucun des 2 navires n'avait été particulièrement affecté par les munitions qui leur étaient lancées. D'un point de vue tactique, l'engagement dans son ensemble a été une victoire confédérée, grâce principalement au naufrage de divers navires et aux dommages infligés à d'autres qu'elle avait réalisés le premier jour de la bataille. Stratégiquement, cependant, c'était une victoire de l'Union, car le blocus n'a pas été brisé grâce aux efforts du Monitor et resterait intact pour le reste de la guerre. Étrangement, aucun des 2 navires ne s'affronterait à nouveau, les 2 camps essayant de provoquer l'autre en duel, mais tous 2 étant assez réticents à risquer de forcer ce combat. Les 2 camps ont également essayé de trouver comment gérer l'autre cuirassé, l'Union équipant un autre navire d'une grande proue pour essayer de détruire la coque de la Virginie sous l'eau, et les Confédérés imaginant un plan pour envahir le Monitor avec des équipes d'abordage et bloquer la tourelle avec des coins. Au final, aucun des 2 navires ne survivrait à 1862. La Virginie s'est retrouvée sans abri lorsque les troupes de l'Union ont repris le chantier naval, et avec un tirant d'eau trop profond pour se retirer en amont et trop peu profond pour être considérée comme navigable, elle serait détruite par son propre camp pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi, à peine 2 mois après son affrontement avec le Monitor. Le navire de l'Union durerait un peu plus longtemps et passerait un certain temps en tant qu'attraction touristique lors d'une remise en état, mais ayant presque coulé 2 fois en route vers Hampton Roads, elle n'était pas considérée comme un navire de haute mer par aucun de ses équipages les plus anciens. Le 31 décembre, le navire avait été envoyé pour rejoindre un autre blocus au large de Charleston et était remorqué, mais au milieu de mers agitées, le faible franc-bord et la petite taille du navire sont revenus les hanter lorsque les vagues ont commencé à déferler sur le pont qui, combiné à la puissance pure de la mer en tempête, a commencé à ouvrir le navire en plusieurs endroits, provoquant des dizaines de fuites incontrôlables ainsi que de l'eau qui déferlait parfois d'en haut. Cela finirait par faire couler le navire, avec la perte de 16 hommes. Entre l'explosion réelle qui l'a envoyé au fond et les sauvetages d'épaves peu de temps après, il ne reste presque rien de Virginia, tandis que Monitor s'est retrouvé à l'envers et serait finalement redécouvert, avec diverses parties majeures de celui-ci étant remontées au fil du temps, bien que la majeure partie du navire reste sur le fond marin.
Les restes d'un certain nombre des membres d'équipage perdus ont également été récupérés lors de ces opérations et finalement enterrés au cimetière national d'Arlington. Une réplique du Monitor a également été construite en 2005 et est ouverte au public autant que je sache. Un certain nombre de mythes et de légendes ont vu le jour autour des navires après la bataille. Nous allons donc essayer d'en couvrir certains ici. Certains rapports indiquent qu'après la bataille, des préoccupations ou des renseignements sur le plan confédéré d'utiliser un petit groupe d'abordage pour désactiver le Monitor, avec des coins enfoncés dans l'espace entre la tourelle et la coque lorsqu'elle se levait et tournait, aurait conduit à l'idée de mettre en place une série de tuyaux qui enverraient de l'eau bouillante et de la vapeur de la centrale du navire sur les intrus, bien qu'il ne soit pas clair si cela a réellement été installé. On dit aussi souvent que le Monitor est entré en bataille en utilisant seulement des demi-charges pour ses canons par peur qu'ils n'explosent. Bien qu'il soit vrai que la marine américaine était très prudente concernant les très gros canons suite à une série d'explosions qui s'étaient produites lors des tentatives de tir au cours des dernières années, les Dahlgrens avaient été conçus en réponse à ce problème, et les charges de 15 livres émises et utilisées n'étaient en fait pas des demi-charges, mais étaient le poids de charge exact qui avait été spécifié par la marine américaine pour le canon de 11 pouces en 1860 sur la propre recommandation de Dahlgren, bien avant que le canon ne soit envisagé pour une utilisation comme arme anti-blindage. En conséquence directe de la bataille, d'autres tests seraient menés, Dahlgren recommandant initialement que la charge pourrait être augmentée à 20 livres et peut-être 25 livres dans des circonstances extrêmes, mais pour de très courtes périodes de temps en supposant que vous utilisiez un nouveau canon, et avec beaucoup d'autres avertissements supplémentaires sur la nécessité d'être très prudent dans la manière dont vous faites cela. Des tests supplémentaires révéleraient que Dahlgren avait fait un si bon travail dans la conception de ses canons qu'en réalité, il n'aurait pas dû s'inquiéter de la charge de 25 livres, car il pouvait en fait résister à des tirs répétés avec des charges de 30 livres, ce qui augmentait encore leur puissance, et donc ces charges de 30 livres ont été distribuées plus tard pendant la guerre à d'autres navires qui utilisaient le canon de 11 pouces. Mais au moment du lancement du navire et de son utilisation en bataille à Hampton Roads, pour autant que quiconque le sache, 15 livres étaient sûrs, et davantage auraient pu provoquer l'explosion du canon. Bien sûr, avec une seule tourelle, cela aurait désactivé toute la capacité offensive du navire. Dans les propres mots de Dahlgren, qui ont été prononcés 1 an après que les deux navires se soient affrontés, le mode approprié pour augmenter la puissance des canons du Monitor était d'avoir augmenté la charge, que le canon était capable de supporter en toute sécurité jusqu'à 30 livres. Mais cela n'était pas connu à l'époque, et tous admettront que l'occasion n'était pas celle où un risque devait être encouru inutilement. Une autre affirmation souvent faite est que le Monitor était le premier navire à tourelle du monde, et a prouvé le concept au monde en général. Bien qu'il soit juste de dire que le Monitor était le premier navire à tourelle à voir le combat, et donc à montrer le concept en action, il n'était pas le premier navire à tourelle du monde, cet honneur particulier revenant au Her Majesty's Ship Trustee, qui recevrait une tourelle en 1861, la tourelle elle-même étant conçue par le capitaine Coles de la Royal Navy, que nous avons rencontré pour la dernière fois sur cette chaîne en essayant de concevoir des navires de guerre entiers et en se noyant pour ses ennuis. De plus, 7 mois avant la bataille, la Royal Navy avait également commandé la construction du Her Majesty's Ship Prince Albert, un navire doté de pas moins de 4 tourelles simples. Il semble que Coles et Ericsson aient inventé un concept similaire indépendamment, celui d'Ericsson étant plus cylindrique et celui de Coles étant plus arrondi sur le dessus. De plus, alors que le système d'Ericsson reposait sur une broche centrale qui traversait jusqu'au toit de la tourelle, Coles utilisait probablement un système plus familier à ceux d'entre nous de nos jours, avec un roulement à billes courant autour du bord de la tourelle et la broche rotative sous le plancher de la tourelle.
En fin de compte, aucun de ces systèmes ne durera très longtemps, car ce que nous considérons comme des tourelles de canon pour les cuirassés du XXe siècle a en fait évolué à partir de ce qui était à l'origine un système de barbettes ouvert conçu pour se débarrasser complètement de ce qui était au dernier quart du XIXe siècle des tourelles blindées absurdement lourdes et exceptionnellement encombrantes, construites selon les modèles d'Erickson et Colas. Cependant, la bataille avait montré que l'armure était très efficace, même lorsqu'elle était un peu bricolée, et cela a catalysé le développement ultérieur des cuirassés, en particulier de nombreuses unités de défense côtière plus petites, similaires aux diverses conceptions de moniteurs américains. La pure durabilité des navires a également déclenché une énorme course aux armements, les fabricants d'armes s'efforçant de construire des canons plus grands et meilleurs pour pénétrer l'armure, et l'épaisseur de l'armure commençant à son tour à augmenter de manière absurde, ce qui a conduit les cuirassés à perdre rapidement les longues lignes des premiers cuirassés et à acquérir l'apparence trapue et de faibles francs-bords de nombreux navires de guerre de la fin du XIXe siècle. Les deux côtés continueraient à développer d'autres cuirassés côtiers et fluviaux, et bien sûr le terme moniteur pour un petit navire travaillant au large de la côte avec des canons absurdement surdimensionnés est entré dans l'usage courant, la seule fois qu'un navire donnerait son nom à une classe entière de navires jusqu'au lancement du Her Majesty's Ship Dreadnought.